Alors, Matt, avec ma manette, on Ouais, enchaîne un peu ouais, rapidement, mais parce qu'on veut avoir Michael qui puisse rebondir un petit peu. tout à fait, tout à fait. Comme on va essayer plutôt de parler avec Mickaël, je vais passer Voilà. très très vite sur tous les jeux dont je voulais parler. Je vais Alors, faire, oui, je vais m'apesantir sur deux, mais très rapidement. Le premier jeu vraiment politiquement incorrect, c'était Custer's Revenge en 82 sur Atari 2600, je crois. Et on jouait Custer à poil, le général massacreur d'Indiens, qui devait violer une Indienne. Donc ça avait fait un scandale, ça avait bien vendu en plus, c'était assez incroyable. Et sinon, il y a aussi Rockstar. Je passe sur les Duke, tous m- ceux dont je voulais parler, les Mad World, les tout ça. Manhunt et Painkiller Voilà, aussi, hein. les Manhunt. Mais c'est vrai que on connaît GTA, on connaît Red Dead, on connaît même Manhunt, dans lequel on joue un serial killer, ça va très loin. Et il y a un jeu qu'on a oublié, c'est State of Ah Emergency, oui, State of où Emergency, oui. on devait faire la révolution et tout casser. Donc celui-là avait fait pas mal de scandales. C'était un vrai défouloir absolu. Voilà, je voulais juste dire ça rapidement. Ce que je pense, un peu comme le disait Michael, c'est que malgré tout, ces jeux sont des épiphénomènes, parce que la tendance du jeu vidéo, c'est plus à rassembler, à intégrer la diversité et aussi, malgré tout, à diffuser la propagande, entre guillemets, capitaliste et consumériste. Donc justement, c'est un peu ce que tu disais, Michael, tout à l'heure. T'en penses quoi actuellement de la tendance Alors, on a perdu à ce moment-là Michael. jeu vidéo? On a eu une légère petite coupure, mais ils vont tous revenir. Ça a frisé momentanément au niveau de Zoom. Coucou Michael, coucou Stéphane. On va vous retrouver dans 30 secondes. Le réseau, on vient de les perdre sur Zoom. Je... C'est Voilà, Sébastien qu'on a plus. on vous a retrouvé. Alors oui, Michael, la question de Matt était, qu'est-ce que tu pensais de cette tendance justement sur les jeux vidéo? Oui, alors, avant même de répondre à Matt totalement, j'aimerais quand même juste préciser que, étonnamment, le jeu n'a jamais été un espace politiquement correct. Le jeu a toujours été une émergence de nos pulsions agressives et je trouve que lorsque même je proposais à des petites filles de jouer aux Sims, qui apparaît comme un jeu dit correct, elles mettaient en scène le meurtre de leurs parents dans les piscines. Oui, On va dire qu'il y a toujours eu cette histoire-là et que lorsque je vais tester de taper le PNJ qui est censé être mon allié, je dirais que le joueur lui-même, le jeu a toujours été un espace de mise en scène de nos pulsions agressives. Est-ce que Et c'est c'est pas vrai que l'interactivité justement? Est-ce que c'est pas l'interactivité elle-même qui laisse le oui, choix et c'est le choix totalement, qui. totalement, mais tout en sachant que le game designer, le programmeur, va lui tenter de mettre des barrières et des règles. Dans un jeu que j'ai utilisé qui s'appelle Fable de Peter Molyneux, quand au tout début du jeu je tape Rosie, une toute petite fille super mignonne qui a perdu son ours, oui, si je la tape trop longtemps, au bout d'un moment, il y a un gros plan et elle dit t'es méchant, pourquoi t'es méchant? Et ça, c'est les programmeurs qui ont imaginé que si je la tape, alors qu'elle est tellement mignonne, elle va me répondre et elle va me renvoyer une image où je suis un salaud. Et c'est vrai que c'est ça qui m'intéresse, c'est comment finalement les programmeurs eux-mêmes vont à un moment y mettre ou non une forme de morale et de barrière, tout en sachant que les gens de Rockstar eux-mêmes, à un moment, le niveau de police n'était pas suffisamment fort. Et donc, je pouvais passer mon temps à flinguer toute la ville en les écrasant. Lorsque les gendarmes devenaient plus forts, il y avait une résistance qui était intéressante, même pour les vrais joueurs, puisqu'une étude avait montré que quasiment 100% des joueurs ne veulent pas que leur héros soit totalement dans l'impunité. Ils veulent qu'il y ait une résistance. Et c'est ça le propre du jeu. Comme un enfant, quand il construit un grand Lego, un de ses grands plaisirs, c'est de l'exploser. Comme une petite fille, je ne sais pas si Sovan s'en souvient, mais il lui arrivait peut-être de sadiser sa poupée, de lui enfoncer un compas dans l'œil, de lui arracher la jambe et de la recoiffer pour réparer tout ce support. Moi, je coupais les cheveux de mes Barbies et je leur faisais, je leur scotchais sur le pubis et ça faisait des Amazones. Elle est marrante. Marie-Rose, est-ce que tu as Voilà. torturé tes poupées, toi? Je maquillais. Toi, tu faisais quoi tes poupées, Marie-Rose? Oh là là. Maquillais.
Tu les J'avais beaucoup de... maquillais. C'était C'était gentil. voilà, les petits rouges à lèvres. Voilà, on avait les petits rouges à lèvres en échantillon et j'adorais maquiller. D'accord. Oui, donc ça restait D'accord. gentil Donc, quand même. bon, ça restait gentil, mais c'est vrai que bon, on voit que lorsqu'on regarde un enfant jouer, ce qui est vrai, c'est qu'après, je pense que l'industrie du jeu, parce que disons les choses, Nicolas Gaume, avec Callisto, il a inventé ce jeu qui s'appelait Armageddon, où on devait écraser des piétons, et il avait fait couler. Et justement, il avait bien compris que le jeu vidéo en lui-même était aussi une contre-culture d'une image un peu lisse, qui était celle de la télé, etc. Après, c'est vrai que là où je rejoins Matt, c'est que oui, on va repérer quand même des tendances, finalement, dans certains triple A, entre autres même Call of, hein, disons les choses, qui finalement véhiculent. Alors, vous avez des gens comme Olivier Mocco, que certains connaissent, qui vont évidemment dénoncer des thèses très américaines, où l'éternel ennemi, ça a été un moment les Arabes, puis après les Russes, puis les Chinois, parce que les Chinois, c'est quand même les pires de tous. Donc on voyait bien que finalement, il faut trouver un ennemi dans un jeu, Oui, oui. et c'est sûr que moi, je ne cherche pas non plus à penser que le jeu nous permet aussi de jouer avec certaines règles. Et je crois que le jeu vidéo en lui-même est une manière très intéressante d'attaquer finalement l'image Alors, des oui, choses. oui. Alors, à part les jeux dont on a déjà parlé dans une précédente émission, comme Everything, ou Sky, ou Together, ou ce genre de Flower, qui sont des jeux contemplatifs, en effet, il y a toujours un ennemi dans le jeu vidéo. Alors, Matt, on a vu avec toi rapidement que les premiers jeux avaient des ennemis un petit peu provocateurs, justement les fameux GTA, Manhunt, Painkiller. Et puis aujourd'hui, la provocation dans le jeu vidéo aurait peut-être changé de norme. Alors, je vais vous mettre une bande-annonce d'un jeu et puis je vais vous laisser justement en parler ou nous expliquer un petit peu. C'est This War of Mine qu'on va se mettre en plein écran et pendant ce temps-là, vous allez nous commenter justement ce glissement où la subversivité ou le politiquement incorrect finalement a changé de côté d'une certaine manière. Donc, Je ne sais pas si tu le connais, Michael, The War is Non, Mine. non, j'ai En fait, entendu parler évidemment de ce jeu. voilà, on Vas-y. est dans un conflit et au lieu de participer au conflit, on est un civil. Donc, il faut échapper à la guerre, faut trouver à manger, il faut même aller voler à bouffer à côté. Enfin, c'est pas vraiment dans les canons habituels du jeu vidéo. Donc là, on voit. ça respire pas la joie de vivre, hein, globalement. On est la journée, on bricole dans son immeuble abandonné. Et le soir, on se retrouve en train, en effet, de sortir pour aller chercher des ressources. On peut se retrouver en train de devoir tuer des gens pour voler leur nourriture. Si on l'a fait avec un personnage un peu dépressif, sans s'en rendre compte, le personnage va mourir. On a la fameuse notion de choix auquel tu tiens énormément, Matt. Ouais, ouais. Et la grande question, c'est jusqu'où on va pour le bien de sa collectivité à soi, quelles conséquences sur les autres et quelles conséquences sur soi-même aussi. Ouais, là, on est sur un schéma vraiment très très opposé à, par exemple, Call of Duty, hein, ce que tu disais. Bien sûr. Mais il y a quand même assez peu de jeux. C'est des épiphénomènes, ce genre de jeu. Mais peut-être que la subversivité est plus en montrant ce genre de choses ou en nous mettant dans la peau d'un civil en temps de guerre, ou par exemple une autre bande-annonce d'un jeu qui a des dehors très enfantins et très sympathiques, entre guillemets. C'est justement Beholder qui se retrouve sur les consoles, qui se retrouve aussi sur les téléphones portables. Je ne sais pas si Michael le connaît aussi, Beholder. Ouais, de nom, non, de nom, évidemment, j'y ai pas joué malheureusement. Ce que j'aimerais dire, c'est que on avait déjà repéré ce type de jeu avec Paper Please. Oui, Paper Please, oui, Euh, totalement. Ouais. Alors c'est un peu ce qu'on appelle entre autres, je crois, hein, des empathic games. C'est-à-dire que ce sont des jeux qui, au fond, vont nous permettre, d'une certaine manière, surtout derrière avec un message politique, de nous mettre en position de culpabilité par rapport au choix que l'on va avoir, qui finalement, ce qui était terrible à ce niveau-là, vont finalement nous renforcer grâce à cette idée que l'interactivité me permet de devenir interacteur de mes choix et que donc je vais avoir une sorte de miroir qui va être tendu pour me montrer à quel point
les choix que je vais faire vont avoir un impact terrible. Et c'est vrai que je sais que certains qui ont beaucoup travaillé avec la réalité virtuelle ont tenté d'aller plus loin encore, en disant que c'est peut-être l'espace le plus empathique, mais pour se rendre compte que ça marchait pas. C'est-à-dire, par exemple, je prends quelqu'un de raciste, je vais lui faire mettre en situation où il est noir dans une situation d'un bus où il n'y a que des blancs. Est-ce que ça va lui permettre de mieux saisir ce que c'est d'être un noir? Et non, ça n'a pas marché. Mais néanmoins, Et pourquoi? je pense que c'est parce que je pense qu'il manque de la narration. Dans ces jeux-là, heureusement, les narrations sont longues. Et plus l'expérience est longue, plus quelque part, il va y avoir un investissement qui va au-delà de l'émotion du moment, mais qui va nous provoquer des sentiments. Et je pense que l'idée qu'un jeu vidéo puisse nous faire changer de point de vue, c'est pas idiot, sauf qu'il faut, il faut le talent aussi du jeu en lui-même. Il faut que d'une certaine manière, la narration dure un peu dans le temps. Et je crois que c'est ce que j'ai travaillé dernièrement sur les jeux vidéo. Ont-ils des sentiments? Pour évidemment prendre conscience que, à la base, c'est un des grands soucis, c'est que le jeu vidéo, c'est souvent des actes, mais que finalement, lorsque je prends un personnage dans World of Warcraft avec lequel j'ai joué pendant 8 ans, ce personnage-là, c'est une partie de moi, c'est même moi. Oui, oui, Et à totalement. partir de ce moment-là, il y a des vrais sentiments. Plus on va jouer à un jeu, plus la carrière va être longue par rapport à un perso, plus les sentiments vont s'installer. Ça voudrait dire qu'idéalement, il faudrait que ces expériences empathiques puissent aller loin. Et je sais que, vous savez que j'ai utilisé à une époque un jeu incroyable qui s'appelle Ico. Oui, Ico, Et qui est Ico fantastique, était qui est un des peut-être plus beaux jeux et qui existait. Oui. complètement. Et c'est un des premiers jeux qui a aussi mis en scène l'empathie. Totalement, avec ce cette retour petite fille qui trébuche, Yorda, qui est fragile complètement, et complètement. c'est excessivement émouvant, ces pixels de lumière. Matt, tu as dû avoir des sentiments toi aussi avec Ico, tu as dû adorer. Oui, tout à fait. C'était même un des premiers jeux comme ça où il fallait vraiment s'occuper de quelqu'un. Quand on lui lâchait la main, tout de suite les ombres l'attrapaient. Donc il y avait vraiment, ça faisait mal au cœur, hein. Il y a aussi eu, moi ça me fait penser, Ico m'a fait penser à un jeu encore plus vieux de Frédéric Ranal qui était LBA, où on avait cette scène du bisou entre le héros et sa chérie, où il se faisait un bisou alors que c'était des gros pixels tout ronds, et ça véhiculait une poésie, un sentiment. Mhm. Alors là, dans Beholder, le sentiment, il n'est pas particulièrement joyeux, puisqu'on se retrouve en train d'être gardien d'une pension dans un pays communiste, où on doit prendre des décisions, comme surveiller les habitants, pour finalement obéir au parti, et très rapidement, on a des choix à faire. Est-ce qu'on accepte de vendre le voisin, ou est-ce qu'on va plutôt le faire chanter pour avoir des sous, et éviter que sa fille meure, parce qu'on va pouvoir la soigner? Donc c'est des vrais choix vraiment durs. Est-ce qu'un jeu vidéo, Michael, doit pouvoir proposer des choix aussi durs que ça? Ou est-ce que ça a un intérêt? Est-ce qu'on est encore dans du jeu? Oui, mais je pense que la tendance narrative des jeux est une tendance que j'aime énormément personnellement, hein. Vous savez, vous l'avez évoqué, je viens du cinéma. Et donc, c'est évident que j'aime les jeux narratifs. J'ai pas eu l'occasion de jouer à Red Dead 2. J'avais adoré le 1. Et c'est vrai que j'aime véritablement cette idée de retrouver quelque chose. Après, le courant purement ludique des jeux Nintendo, j'aime aussi, mais c'est vrai que plus le jeu va me confronter à un univers où les choix vont me retrouver. Ah, On a perdu son son. Plus de la littérature Oui. que du cinéma, dans cette capacité à pouvoir finalement faire des choix d'une certaine manière, découvrir un univers comme je le souhaite, même si on me montre quelque chose, je peux décider de suivre ou non tel chemin. Alors, c'est vrai que dans l'imaginaire, quelque chose, moi, me trompe dans les jeux très narratifs. Et dernièrement, avec des jeunes qui, en guillemets, ont des problématiques d'addiction souvent très haut potentiel, avec une pensée binaire incroyable, je leur ai fait jouer à Detroit Become Human de David Cage, Oui. qui met en scène le fait que des robots ont des sentiments, peut-être à l'image de ce qui se passe chez eux, parce qu'ils se méfient beaucoup de leurs émotions. Et ce jeu a eu un impact sur incroyable. Finalement, aussi cette idée que nous sommes pris comme des machines dans cette société et comment on peut à un moment décider ou non, avec nos différences, de pouvoir s'inscrire. Donc je crois que plus une œuvre de jeu vidéo
va nous montrer quelque chose de nous-mêmes, de nos travers, et plus évidemment, personnellement, je vais trouver que c'est un grand jeu. Et je pense qu'il faut maintenant rompre un peu avec la question de la peur ou la violence des jeux vidéo. C'est un vieux débat qui n'a plus de raison d'être. Et je crois qu'il faut véritablement penser que voilà, nous sommes dans un véritable art à part entière, mais c'est assez banal ce que je dis. Non, mais tu as raison, il faut quand même le rappeler. Tu vas devoir nous laisser une dernière question avant que tu partes. Aujourd'hui, la subversivité... Ah, je vous entends. Tu nous entends encore? Oui, là, c'est bon. Merci. Là, c'est bon, dernière question avant que tu doives partir, puisque tu travailles plus que jamais dans la période actuelle. La subversivité, le politiquement incorrect, dans le monde réel tel qu'il est, est-ce que ça te semble salutaire? Comment construire ça de manière à peu près utile? Est-ce que tu peux me donner un exemple de ce que tu appelles subversivité dans le monde réel actuel? Être subversif dans le sens où avoir un regard, j'allais dire critique, refuser le langage du politiquement correct, refuser... Stéphane, par exemple, tout à l'heure, va nous retravailler le discours de Macron pour nous montrer ce qui était signifiant en faisant un travail de sémiologue, ce qui est subversif d'une certaine manière. Oui, alors moi je pense que nous sommes dans une société où, avant même le confinement, qui était terriblement tyrannisante à travers un idéal de réussite, de performance, de bien-être, de beauté à tout prix. Et je suis le premier à avoir toujours dénoncé cette tendance qu'on repère énormément sur les réseaux sociaux, qui ne fait que engendrer le fait de n'être jamais à la hauteur. Et moi qui travaille avec les adolescents, je peux vous dire qu'ils vont pas tous très très bien, parce qu'on leur laisse peu d'espace pour exprimer leur rage, leur souffrance, leur rébellion, qui est propre à une question d'adolescente. Et ce qui est vrai, c'est qu'une des armes très importantes, qui est peut-être une des plus efficaces, c'est le second degré. C'est pas innocent si autant d'adolescents aiment autant le second degré et l'auto-ironie. Et c'est tout ce qu'il y a dans le GTA d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ce qu'il y a dans le GTA. Complètement. Je pense qu'évidemment, ce second degré est nécessaire pour justement quelque part avoir une forme de pied de nez, se moquer de ces formes de règles très idéales dans lesquelles on nous tyrannise. Maintenant, la créativité est aussi très importante, l'expertise, la sémiologie, pourquoi pas, mais c'est vrai que les armes que l'on a contre cette machine, disons les choses, qui est quand même qui a pour origine le GAFA. Comme vous le savez, ils veulent notre bien, notre bonheur, est super inquiétant. Et dernièrement, j'ai été beaucoup interrogé sur le bien-être numérique par des entreprises du GAFA. Je peux vous dire que ça m'a fait froid dans le dos. Parce que justement, le bien-être réel doit l'emporter évidemment sur l'unique bien-être numérique. Et pour terminer, je pense que oui, c'est important de créer des îlots, des espaces de rébellion, des espaces de révolte, mais aussi bien contre mes collègues qui parfois nous donnent la bonne parole, qui pensent qu'ils veulent nous protéger de nous-mêmes. Et je pense que justement dans le confinement, il faut un peu se dire qu'on se défend comme on peut et qu'on n'est pas des surhommes et qu'on a le droit d'être défaillant, d'être chiant, d'avoir nos faiblesses d'humains. Voilà, de manger des frites avec du coca par exemple. D'être humain, ouais, tout bêtement. Non, peut-être pas quand même ça. C'est vrai que ça va loin ça.